Le Fedcast, le podcast du groupe Fed dédié à l'actualité du recrutement. Bonjour et bienvenue dans le Fedcast, le podcast du groupe Fed. Le groupe Fed est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim, en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO. Au programme du Fedcast aujourd'hui, un numéro dédié au thème important de la négociation de salaire lors de l'entretien d'embauche. Et pour nous dévoiler les meilleurs arguments qui peuvent faire la différence lors d'un entretien, Olivier Audibert, consultant senior en recrutement de profils financiers et comptables. Olivier a rejoint Fedfinance il y a 1 an et demi après 5 ans d'expérience dans le monde du recrutement. Bonjour Olivier. Bonjour Kevin. Alors, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est le meilleur moment durant le process de recrutement pour aborder cette fameuse question de la négociation de salaire ? Oui, déjà Kevin, je souhaiterais rappeler à nos auditeurs que non, vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'aborder la question du salaire en entretien n'est pas toujours des plus faciles. À titre personnel, lorsque je recherchais mon premier job, cette question me mettait également très mal à l'aise. Mais s'il y a bien un moment dans sa carrière où vous êtes en position de force, en quelque sorte, pour négocier, c'est bien à ce moment, juste avant l'embauche, quand l'employeur est demandeur de vos compétences. Donc tu dirais que dès le premier entretien avec le recruteur, il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet ? Pas exactement. Le sujet va rester délicat. Cela peut être mal interprété, surtout en fonction de l'interlocuteur. Si vous passez par un cabinet de recrutement, la question sera vite abordée. Dès le premier contact avec le consultant qui vous prendra en charge, en amont des process de recrutement chez le client, un certain nombre de sujets vont être abordés, notamment les prétentions, afin de valider si celles-ci sont alignées avec l'offre du client, votre potentiel employeur. C'est une des raisons parmi beaucoup d'autres de passer par un cabinet, surtout de recrutement spécialisé, surtout dans le cadre de votre premier emploi. Votre consultant va être le premier intermédiaire afin de fixer la bonne fourchette avec l'employeur. Il vous laissera bien évidemment le dernier mot, mais vous serez aiguillé. Il pourra dès cette étape vous renseigner sur vos chances de réussir une possible négociation ou si l'écart va bien être trop important. Il sera également capable de vous conseiller si vous ne connaissez pas les moyennes de rémunération en fonction de votre expérience et des diplômes, et cela vous permettra de vous positionner de manière juste, sans vous dévaloriser ou vous surévaluer. D'accord. Donc là, tu l'as dit, c'est si on passe par un cabinet de recrutement, mais dans le cas d'un entretien en direct avec l'entreprise qui recrute, comment procéder ? Dans ce cas, le premier entretien va être en général orienté vers la présentation de l'entreprise, du poste et la validation par le recruteur que votre profil, votre parcours, compétences, etc. vont être alignés avec son besoin. Si votre interlocuteur ne l'évoque pas, attendez la prochaine étape. D'accord. Donc si je comprends bien, il faut éviter d'aborder le sujet tout de suite, dès le premier rendez-vous, mais plutôt d'attendre que le recruteur le fasse lui. Est-ce que c'est le cas dans tous les secteurs justement ? Très bonne question. On est en ce moment dans une phase de reprise économique assez forte. Les candidats vont être en position dominante sur le marché, sur la quasi-totalité des secteurs, comptabilité, IT, santé, ingénierie, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois auparavant. Les candidats vont être activement recherchés par les recruteurs et vont souvent avoir plusieurs offres en parallèle. Donc ce que j'ai énoncé juste avant va moins s'appliquer. Il sera pas forcément considéré comme un signe d'arrogance si la question est vite abordée, ne serait-ce que pour valider l'envie de poursuivre le processus. Après, je pars du principe que l'on peut exprimer beaucoup de choses à partir du moment où les formes vont être mises. Oui. Après, j'insiste sur un point, il peut être mal vu par les employeurs de faire jouer la concurrence sur les rémunérations, du moins de manière abusive, et trop orienter le discours vers ce sujet. Effectivement, on ne travaille pas pour la gloire, mais il faut rester pro et respectueux. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment aborder sereinement le sujet avant l'entretien ? Comme souvent, il n'y a pas de secret. Il faut se préparer. Un entretien, ça se prépare. Il faut se poser une question essentielle dans un premier temps, à savoir quels vont être les avantages, le salaire qui vont correspondre objectivement à mes attentes et surtout, très important, quelle est ma valeur sur le marché du travail dans le secteur sur lequel je suis. Mais attention, il n'y a pas que la rémunération qui compte. Beaucoup d'autres paramètres vont venir en ligne de compte, surtout après le premier confinement. Les salariés ont d'autres attentes aujourd'hui, comme par exemple le télétravail, oui. La flexibilité des horaires ou encore, par exemple, si vous êtes commercial, la question de la voiture peut être abordée en fonction de la zone de prospection. Et justement, est-ce qu'il existe par profession des grilles ou des documents auxquels on peut se référer pour ne pas paraître complètement hors sujet ? Dans quelques secteurs, oui, on peut trouver cela dans les conventions collectives. Par exemple, dans l'assurance, le salaire, lui, va s'aligner avec le statut et le niveau de diplôme, ou encore dans l'audit, en fonction, là aussi, des diplômes et de l'expérience, dans les grands cabinets d'expertise comptable et d'audit, qu'on va appeler les Big Four, comme KPMG ou EY, pour ne citer que. Là, il y a des grilles
très précises. Après, pour les autres secteurs, il ne faut pas hésiter à se référer aux études de rémunération proposées soit par l'APEC ou les cabinets de recrutement. En général, elles sont assez complètes et précises en fonction des régions de recherche et de l'expérience sur les postes. Comme dit plus tôt, si vous êtes en relation avec un conseiller ou un consultant en recrutement, il pourra vous aider. Ok. Et une fois alors qu'on a une idée plus précise du salaire qu'on souhaite, comment est-ce qu'on peut convaincre son interlocuteur ? Alors déjà, ne partez pas sur un chiffre précis. L'idée, c'est d'avoir un objectif en tête. Par exemple, fixez-vous une fourchette en dehors de laquelle vous ne transigerez pas. De plus, soyez clair sur ce qui est inclus dans l'enveloppe. Donc, par exemple, les bonus, plan d'épargne, intéressement, participation, avantages de nature, etc. D'autres avantages, comme vu avant, télétravail, flexibilité des horaires, RTT, modulation du temps de travail, etc. Petit détail, par contre, qui a son importance, il faut préciser si on parle en brut ou bien en net, afin d'avoir le même langage que l'interlocuteur. Par exemple, si on part sur une base de 2 000 €, préciser si c'est net ou brut, parce qu'il peut y avoir des déconvenus lors de la signature du contrat. On peut éviter des mauvaises surprises, effectivement. Oui, exactement. Si vous sentez que la négociation est compliquée ou très serrée, ne perdez pas de vue que l'échange doit rester cordial et basé sur des faits objectifs. C'est-à-dire plus concrètement ? Parlez de vos compétences, de vos résultats. S'il y a des preuves chiffrées, c'est encore mieux. Si vous avez réalisé, par exemple, la mémoire, vous pouvez le donner à votre interlocuteur ou en parler, ou bien des magazines sur lesquels vous avez travaillé. N'hésitez pas à préparer vos réponses aux potentielles faiblesses de votre profil que le recruteur pourrait vous opposer en essayant de faire baisser les prétentions. L'objectif, c'est de rester factuel, précis dans les réponses. Par exemple, pour cela, vous pouvez poser la question à vos proches, quelles sont mes faiblesses ou les points sur lesquels je peux m'améliorer. Imagez vos réponses, donnez des exemples. Par exemple, si vous dites « je suis quelqu'un d'organisé », ça veut tout et rien dire. Donnez un exemple de situation dans laquelle vous avez brillé justement par cette organisation du travail. N'hésitez pas non plus à rappeler vos compétences techniques, les fameuses hard skills, mais pas que. Aujourd'hui, les employeurs vont privilégier davantage le savoir-être qu'au savoir-faire. Là encore, faites vos recherches sur les valeurs et attentes de l'entreprise afin d'avoir un discours cohérent et impactant. Et puis votre personnalité peut faire la différence face à un autre profil à compétences égales. C'est pour cela que je dis toujours à mes candidats de rester naturel. Bon, Kevin, je pense qu'on peut passer la journée sur ces leviers. Il y en a pas mal à énumérer, mais ici, on a les principaux. Et si jamais le recruteur reste fermé à tous ces arguments, est-ce qu'il faut malgré tout poursuivre l'échange ? Oui, il faut rester ouvert et évoquer d'autres thèmes de négociation, comme par exemple le financement d'une formation ou bien encore la possibilité de 2 jours de télétravail supplémentaires. Vous pouvez aussi proposer contractuellement une revalorisation de la rémunération après la période d'essai, mais là par contre à bien mettre par écrit si cette voie est empruntée. Puis à savoir qu'une discussion sur le salaire n'est jamais totalement perdue tant qu'il n'y a pas de retour du recruteur. Il se peut qu'après avoir rencontré d'autres candidats et avoir réfléchi à votre proposition, ils reviennent vers vous et s'alignent sur votre demande. Voilà. En tout cas, il ne pourra pas vous reprocher d'avoir manqué de pugnacité si vous avez mis en place pas mal de petits stratagèmes et puis qui ne t'entraînent à rien, donc il faut oser. Cependant, il est possible parfois que la discussion et la négociation soient complètement bloquées, ça peut arriver, et quand cela arrive, ce n'est pas forcément dû au fait que l'interlocuteur soit pingre ou souhaite vous exploiter, mais souvent car il doit respecter une certaine équité dans son équipe vis-à-vis des niveaux de rémunération déjà en place pour ne pas créer de déséquilibre. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu aurais un tout dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Oui, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est qu'un entretien d'embauche, revenir un petit peu à la base, parce que souvent, beaucoup l'oublient, surtout dans le cadre d'une recherche d'un premier emploi. On est un peu décontenancé par la situation, stressé ou pas très à l'aise avec l'exercice. Bref, un entretien d'embauche, pour simplifier, c'est avant tout un échange entre 2 professionnels qui vont définir s'ils souhaitent travailler ensemble ou non. Donc c'est clairement l'objectif de l'exercice. C'est comme quand tu fais appel à un artisan ou que tu souhaites acheter un nouveau téléphone par exemple ou une nouvelle télévision. Tu vas prendre ta décision en prenant en compte beaucoup de critères, faire peut-être des recherches en amont, t'informer, demander des avis et notamment tu vas te renseigner sur une composante importante, le prix. Cela va influencer ton raisonnement, donc ça va rentrer en considération, c'est certain. Donc aborder et poser la question de la rémunération en entretien, pour moi c'est très important, ne serait-ce que pour savoir déjà si tu vas pouvoir rentrer dans tes frais quotidiens, aller au restaurant, satisfaire tes hobbies, etc. Alors ne serait-ce qu'à titre informatif, c'est important. C'était très clair et c'est déjà malheureusement la fin de ce Fedcast. Merci Olivier pour toutes ces explications, tous ces conseils. On espère qu'ils pourront vous être utiles lors de votre prochain entretien. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Fedcast. À bientôt. À bientôt.